ma position est un peu différente. Mon souci, ici, surtout dans ma participation à ce forum, c'est comment agir pour que personne ne soit privé du fait de faire complètement partie de la collectivité dans laquelle il existe, dans laquelle il vit. Et comment éviter que des gens soient simplement considérés comme des objets et pas comme des interlocuteurs, pas comme des gens qui ont la volonté de ne pas répéter ce dont ils ont eu une expérience négative et le droit de faire des projets, de construire. C'est cette liberté, donc mon observation à travers ce que j'ai vécu et ce à quoi j'ai participé, c'est quand même un peu complexe. Donc j'ai fait l'effort d'écrire. J'espère que ça ne vous ennuiera pas trop. Il y en a pour à peu près un quart d'heure, mais c'est varié. Connaissant votre force d'analyse, ça devrait être passionnant. C'est surtout une implication, réellement, parce que je n'ai pas la prétention d'agir moi. Je ne suis pas Zorro. Je cherche à faire alliance avec des gens avec lesquels on va pouvoir réfléchir ensemble. Pas des gens qui ont appris des choses dans les livres, des gens avec lesquels on peut parler de la même chose et de pousser la réflexion plus loin, mais sur cette base-là. Et de trouver aussi des alliés une fois qu'on a constitué une réflexion entre gens qui savent de quoi ils parlent. Et donc, mon propos, c'est la problématique, c'est de réapprendre collectivement à exister, c'est-à-dire à avoir une existence sociale. Pour avoir une existence sociale, il faut déjà que les gens dont on fait partie soient reconnus comme pouvant avoir une existence sociale. Ne pas être regardés uniquement comme des objets. Donc, c'est un apprentissage qui n'est jamais terminé. On n'a jamais un moment où on avait problème et un moment où on est guéri. La conception de la maladie, c'est toute une chose qu'il faudrait réviser. Parce que les grandes théories sur le normal et le pathologique, c'est aussi périmé depuis 900 ans que les données scientifiques prouvées. Il y a toute une question sur ce que c'est que la connaissance. Qu'est-ce que c'est d'être normal? Non, mais même pas, on n'est jamais normal. Personne. On suit son bonhomme de chemin. Ça. Et donc, le fait qu'un apprentissage n'est jamais terminé, je l'ai appris surtout grâce à un groupe qu'on appelait Débat Philo. Nous étions tous marqués par un contact avec la psychiatrie et on s'échangeait des questions qu'on se posait à soi-même. Puis un jour, on a parlé de présenter ce qu'on faisait à un grand rassemblement loin de Paris. Les plus marqués, 10 à 18 ans d'enfermement psychiatrique, étaient effrayés de trop de gens ne pouvant pas comprendre. Ils se sentaient incapables de quitter un chez-soi qui leur avait trop manqué. Et ils m'avaient demandé de les interviewer et de les enregistrer. Puis on a écrit collectivement l'affiche.
annonçant la projection et le débat avec ceux qui pourraient venir. En plus, plus tard, ce fut applaudi, après l'abbé Pierre, par toute la place de l'hôtel de ville, noir de monde. Les plus pauvres et les exclus, avons-nous oublié qu'ils étaient nos semblables, parfois même nos concitoyens, leur laissant une chance de le redevenir et de retrouver ce lien avec eux-mêmes, ou les oblige-t-on à dire oui à tout et à n'importe quoi? Ça, c'était en 2005, avec l'abbé Pierre, qui était venu pour la journée du refus de la misère. Le rétablissement, ce n'est pas seulement celui de la personne, mais celui de mécanismes par lesquels il participe à l'existence du monde qui l'entoure. C'est un retour à la vie, ce n'est jamais terminé. Pour Thomas d'Aquin, l'être humain a la particularité de revivre par la pensée les choix qu'il a faits. Aucun consensus communément admis ne doit l'obliger à revivre une erreur qu'il a déjà vécue, ni l'empêcher d'équilibrer, en raison des circonstances, les nécessités dont il a déjà fait l'expérience. Avancer quand même avec des difficultés déjà au jardin d'enfants. Sans le refus de ma mère, j'aurais été déclaré autiste, déjà à cette époque-là. Et j'étais dit dyslexique, etc. Je ne rêvais pas d'arriver à la hauteur de mon père et de mon parrain. À 45 ans, j'ai voulu continuer en indépendant dans le développement informatique système. À 60 ans, percuté par la voiture d'un médecin et amené sans constat à l'hôpital par les pompiers, retour chez moi en ambulance avec double fracture ouverte, clavicule opérée 3 mois trop tard, rattachée autrement à l'omoplate. J'étais squatté chez moi et ça empirait. À la rue, et la copropriété me reprochait les vendeurs de drogue chez moi. L'avocat refusait de me parler et le bâtonnier disait n'avoir aucun délai. La police me convoque à l'unité malade difficile. La nuit, sur un banc à Henri-Mondor, l'interne dit ni opération ni accident, victimisation, table de contention. On rit du psychiatre du CMP, du numéro de portable. J'ai obtenu difficilement de revoir ma psy, ses collègues et des associations. Une existence sociale, participant dans une association. J'ai été longtemps un vice-président très motivé de Advocacy France, participant, ni salarié ni professionnel, de l'association d'usagers en santé mentale. Je dialoguais avec des structures qui sont de vrais interlocuteurs des pouvoirs publics, mais ces organisations non gouvernementales, Fédération des acteurs de solidarité, Union des instituts et œuvres sanitaires et sociales, Conseil français des personnes handicapées pour les relations avec les autorités européennes, perdent peu à peu leur liberté d'initiative. Direction nationale ou conseil d'administration dépendent de plus en plus économiquement et par leurs règles internes de ministères parlant aux adhérents et non aux personnes concernées. La question, c'est agir collectivement pour faire évoluer les choses. Pendant plus de 10 ans, l'idée était de participer à leurs débats où chacun améliorait peu à peu sa prise en compte de la réalité des faits et aussi à leur mobilisation ponctuelle. Rappel de droits fondamentaux inaliénables et irréductibles de tout être humain. Nous participions aussi à des réflexions et mobilisations moins centrées sur les aidants, dont, mais c'est un homme, appel contre la loi sécuritaire, isolement et contention de Marisol Touraine, votée en 2011. Récompense.
40 associations nationales de solidarité rassemblées autour de l'UNIOPS ont signé dans les propositions de ce qui s'appelait « Pour une Europe solidaire », proposition aux candidats aux élections européennes de 2019 pour l'inclusion des personnes handicapées. Elles ne doivent pas être soumises à des lois d'exception qui les protègent moins que les autres sur la base d'affirmations sans preuve, y compris les associations et les gens les plus dirigistes de l'UNAFAM ont signé. L'éthique commence quand on ne censure pas, ce qui gêne. Nous avons aussi contribué à la MADFRIDE, fédération d'associations d'usagers dont chacune désignait un administrateur pour animer et coordonner des événements. La 3e année, ils ont coopté une psychologue hors sol et le directeur des hébergements de l'association Aurore, puis découragé les plus directement concernés et réécrit les buts. Se débarrasser de toute décision judiciaire et de tout recours effectif semble être leur préoccupation principale. Réfléchissons ensemble les décisions qui nous concernent. La cession de l'examen de la France par le Comité des droits de la Convention sur les droits des personnes handicapées a été pour moi épuisant. En résumé, a été inscrit, lu et affiché au nom de Advocacy France dans les dossiers enregistrés et publiés par l'ONU, un positionnement en rupture avec ce que Advocacy France disait jusque-là. En effet, il y a la phrase est un peu manque de clarté et elle éprouve le début démarre bien et la suite est un peu incompréhensible. L'intervention d'un juge et l'accès à un procès équitable sont indispensables à toute réduction ou privation des libertés fondamentales en cas de violation de la loi, mais non pas en raison d'un handicap réel ou présumé. Il faut une réflexion collective pour repenser chacun notre libre arbitre. Assurer la garantie des droits, mais pas quand il y a un handicap réel ou présumé. Pourquoi? Où, quand, comment a-t-on des procès pour réduction ou privation de liberté fondamentale en raison d'un handicap réel ou présumé en France? Pourquoi éviter d'examiner l'engrenage qui fait par an environ 100 000 traitements, oubliant les droits inaliénables? 131 000 en 2019. Une progression colossale par rapport à l'année précédente où les chiffres étaient peut-être trafiqués. 2 fois plus que le nombre de personnes en prison, protégées, elles, par une procédure faite pour leur assurer la garantie des droits et la séparation des pouvoirs. Pourquoi masquer les buts d'une phrase peu claire? Elle admet l'utilité d'un juste débat pour une démarche de restriction des libertés fondamentales, mais ignore qu'éliminer discrétionnairement le débat, c'est un abus, un défi. Handicap réel ou présumé, il reste un joker pouvant servir à ne pas assurer à tout le monde la garantie d'une garde à vue limitée puis d'un juste débat. Rien ne donne réponse à ce que j'avais écrit pour susciter un autre point de vue, un dialogue. Pourtant, mon propos a été tellement approuvé qu'avec les mots pandémie, cohésion sociale,
Google le sélectionne en premier parmi tous ceux contenant ces mots très à la mode. Naissance de la déontologie. Juste dire qu'on a aboli la coercition fut l'erreur du traitement moral, le danger de l'intuition, faisant parler avec Cromwell, faisant le terreau de chapelles lucratives, de petits gourous et clans familiaux à la tête d'établissements caritatifs du XIXe siècle où se sont accumulés des charniers en Angleterre. Au même moment, des philosophes anglais ont construit la déontologie et l'article 16 de notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'enseignement criant de l'histoire pour tout médecin, législateur, juge ou simple témoin. Évitons ici les querelles de la métaphysique. Nous avons oublié l'éthique intuitionniste et la parapsychologie, utile pour la formation des prêtres exorcistes. Ça les aide à séparer les émotions, l'empathie, sollicitude pour autrui ou charité, avec l'enthousiasme critiqué par Locke. Dramatiser les choses éveille non pas l'attention conjointe, mais l'angoisse du spectateur. En fait, les droits étant notre œuvre, une réalité sociale, dire exercez-les sans que la garantie de ceux-ci soit assurée, c'est dire malheur aux vaincus. L'éthique ordinaire facilite une parole publique que ne gêneront pas les intérêts professionnels ni affectifs. Y réfléchir en groupe aide à localiser les probabilités, les causes, à préciser le langage. Son objet, ce qu'on connaît, est le cœur du débat, avant le raisonnement, avant le calcul algébrique, car d'une autre nature, une autre dimension. Les interlocuteurs ont bâti un langage, une image qui ne connaît pas l'objet dont on parle. Sa vérité incertaine est celle du résultat des actions basées sur ce qu'il indique. Il n'a pas les mêmes dimensions, ni la même nature que l'objet qu'il décrit. Le sentiment de la vérité d'une image, c'est la volonté, l'exercice du libre arbitre, particularité incontournable de tout être humain, y compris des plus défavorisés, pour Thomas d'Aquin. Merci Bernard. Bon. Sur ce, j'ai essayé d'éviter les digressions. C'est toute une mécanique d'esbrouf qui nous conduit à 131 000 quand ils annonçaient 81 000 l'année précédente. Et ils disaient que c'était en diminution. Et si on a le chiffre pour 2019, c'est à cause de la communication des dossiers des hôpitaux aux médecins de quartier, et qui donne accessoirement le nombre d'hospitalisations et les motifs par catégorie. On est dans une situation où on parle depuis plusieurs années d'une réduction de l'usage de la contrainte. En fait, quand on regarde les chiffres, j'ai vu des gens qui dépouillent ça, pour l'usage de la contention et de l'isolement, c'est une croissance qui serait de 15% par an. Et ça continue à croître de 15% par an depuis qu'on raconte qu'on fait des efforts pour le diminuer. Il y a vraiment une question de méthode, une question de retour à regarder la réalité des choses et à ne pas raisonner avec une méthode
d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ne sait pas de quoi elle parle. C'est vrai. Quelle méthode alternative on pourrait trouver à la contention et à l'isolement? Y en a-t-il qui sont testés? La contention et l'isolement, j'ai vu des situations... dans un hébergement d'urgence, Ouais. arrivaient des gens qui sortaient d'hôpital, qui sortaient de prison, et qui, pour leur premier jour, avant d'arriver à la péniche, s'étaient drogués à mort avec des produits frelatés. Et ils fonçaient contre les parois de la péniche, tête baissée, à s'éclater la tête. Que faire, sinon éviter qu'ils se la fracturent en attendant que les produits cessent d'avoir ces conséquences. Je ne suis pas... comment dire... La réalité, c'est regarder vraiment de quoi on parle. Et, comment dire, on retombe actuellement sur tout le conflit des universaux et du nominalisme, c'est-à-dire l'époque du XIIe siècle, où les théologiens cherchaient à se faire brûler réciproquement sur le bûcher. Comment dire, Abélard, s'il fut châtré et puis moine, ça n'est pas à cause de ses relations avec Héloïse, c'est parce qu'il s'était fâché contre le fondateur du nominalisme, son ancien professeur. Et le fait qu'il ait développé l'influence de l'école Notre-Dame, vu que Notre-Dame n'était pas cathédrale, un enseignement philosophique et théologique, tellement qu'ils ont dû se déplacer jusqu'au couvent Sainte-Geneviève, à côté, où il n'y avait pas encore le Panthéon. Et c'est des guerres où le raisonnement sur un langage qui est quelque chose qu'on a fabriqué, qui est sans rapport avec... Ça n'est qu'une image. L'image ne dit pas ce dont on parle. Ça ne redit que la façon de parler. Ça ne redit qu'une réalité socialement admise et imposée comme norme. Bon, vous m'avez quand même un petit peu perdu. Pour en revenir à la contention et à l'isolement, qu'est-ce qu'on pourrait trouver, comment on pourrait aménager, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme innovation? Il est montré que la camisole chimique, par exemple, c'est très, ça a beaucoup d'effets secondaires assez désastreux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Disons, personnellement, la psychiatre qui m'a parlé, oui, et qui a décrété que je n'avais jamais eu d'opération, oui, comme si une ligature coraco-claviculaire, c'est-à-dire le fait que le bout de la clavicule soit rattaché à l'omoplate, non pas par des tendons, mais par une boucle de ficelle qui s'ossifie, qui devient ossifiée peu à peu, qui fait le tour en dessous de la tête de l'omoplate. Je suis désolé qu'un médecin dise « c'est pas vrai, ça n'existe pas », c'est ça qu'on a comme psychiatre aujourd'hui. Des psychiatres qui ne savent même pas comment c'est fait la carcasse de l'être humain. Donc ça, ce serait un premier facteur d'amélioration, ce soit que les psychiatres soient quand même un peu mieux fermés, un peu mieux formés, d'une façon générale probablement, mais aussi en médecine finalement. Mais on dit souvent que les psychiatres, ce sont quand même ceux qui ont raté
tous les autres examens, quoi. Hein, déjà pardon pour eux, hein, je suis un peu dur, mais déjà qu'ils tiennent compte que il y en a que j'aime beaucoup quand même. Même la personne la plus défavorisée sait très bien qu'elle n'a pas envie de resubir, de refaire ce dont elle sait que c'est une catastrophe. Le début de la volonté, c'est déjà pas avoir envie de retrouver ce qui envoie dans le mur. Et ça, cet apprentissage, si on en prive les gens, ils ne se construisent pas. Et vous parliez de parole, et c'est vrai que, là encore, il y a quand même beaucoup de psychiatres qui sont un peu autistes, et qui ont du mal à parler, et qui auraient, échanger, et qui auraient besoin de... En particulier pour éviter l'excès de contention, l'excès du recours à la contention et à l'isolement, très probablement, même si... Merci pour ces petits applaudissements, ça fait toujours du bien. Et même si certains arrivent à l'hôpital dans des états où ils ne sont pas capables d'échanger. Bon, ça... Une privation de liberté, limitée de façon rallongeable indéfiniment, et qui ne se termine pas par un procès, par un juste débat, c'est contraire à tous les droits. C'est ce qu'on a reproché à Guantanamo pour les 5 personnes qui y restaient, alors qu'on fait ça à 131 000 individus en 1919 en France. Et elles sont présentées, si elles le demandent, ou au bout d'un certain temps, devant un juge des libertés qui n'a pas autorité de juger. Il est là pour vérifier que la décision prise par un responsable administratif, que la décision administrative privant de liberté a été faite en remplissant correctement le formulaire. C'est déjà que le juge des libertés soit un juge de plein exercice. Les textes de 71, les jugements de 71 rappellent que les décisions doivent être prises par un juge judiciaire. On a fait une escroquerie consistant à créer un juge des libertés qui est dit juge judiciaire alors qu'il n'a pas pouvoir de juger. Il a simplement un rôle de contrôle sur la façon dont l'administration a rempli les papiers, que ce soit pour les gens psychiatrisés ou pour les centres de rétention. Attendez, on vit dans quel monde? On se paye vraiment la gueule du monde. La Constitution, l'article 16 de la Constitution, c'est ce qui a été écrit par Locke. Locke avait constaté ce qui s'était passé avec Cromwell, la façon dont plus rien n'était contrôlé, ou le fait que le psychiatre ait lui-même son propre contrôle, et le directeur de l'hôpital qui a signé votre privation de liberté à la place d'un juge, et l'intermédiaire, directement ou par un de ses subordonnés, pour que vous puissiez demander, si vous n'avez pas de parents extérieurs pour vous soutenir, pour que vous puissiez demander à voir le juge des libertés. Merci Bernard. On reparlera de ce sujet en 3e table ronde cet après-midi avec notamment une avocate cofondatrice de l'association Avocats, Droit et Psychiatrie et puis Anne-Sara Kirtudo, directrice de Droit Pluriel. Vaste sujet.